Hello, c'est Lionel. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire d'actualité. La disparition du petit Émile, qui a disparu sans laisser de traces dans les Alpes de Haute-Provence. Ce dossier est un mystère total à l'heure actuelle. Je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les faits avec quelques commentaires et ensuite passer en revue les différentes théories envisageables. Remontons au 8 juillet 2023 et partons au Haut-Vernay, un petit hameau dans le département des Alpes de Haute-Provence. Sur un vaste plateau d'altitude au pied d'un majestueux cirque de montagne dont un sommet culminant à 2800 mètres, le Vernay est décrit comme un heureux village de 130 habitants entouré de vastes prairies verdoyantes où jouent quelques enfants. Situé au sud du Vernay, le hameau du Haut-Vernay est minuscule. Sa surface est de seulement 100 mètres sur 100. Et il est composé d'une quinzaine d'habitations. Le 8 juillet 2023, un petit garçon blond de 2 ans et demi nommé Émile séjourne au Haut-Vernay. Originaire de la Bouilladise dans les Bouches-du-Rhône, l'enfant est en vacances pour une semaine ou deux dans la maison de ses grands-parents avec d'autres enfants de la famille, des adolescents et d'autres à peine plus vieux que lui. On parle d'une dizaine de membres de la famille présents ce jour-là, mais précisons que les parents d'Émile ne sont pas sur place. Cette famille est considérée comme une famille normale. Selon les informations parues dans la presse, ce samedi après-midi, Émile est réveillé de sa sieste à 17h par ses grands-parents. Le couple part ensuite charger sa voiture pour partir en excursion avec le garçonnet. Et pendant ce temps, Émile joue possiblement dans le jardin. Mais quand les grands-parents le cherchent pour l'emmener vers 17h15, un quart d'heure après l'avoir réveillé de sa sieste, il se rend compte que l'enfant n'est plus là. Selon toute apparence, Émile a échappé à leur vigilance. Il aurait profité de l'inattention des adultes pour partir. D'après le maire du Vernay, interrogé dans les médias, il n'y a pas de portail devant la maison des grands-parents. D'après ses dires, les enfants sont libres dans les villages du coin car il n'y a pas de danger. Le Vernay est un village tranquille, il y a juste des touristes qui viennent faire de la marche, expliquera plus tard le maire sur BFM TV. Et sachant qu'Émile marche bien, il a pu faire quelques distances, ajoutera-t-il. Donc vers 17h15, ce samedi-là, les grands-parents se rendent compte qu'Émile n'est plus là. Et pendant une grosse demi-heure, famille, proches et voisins le cherchent, sans succès. Incapables de le retrouver, ils alertent la gendarmerie à 18h. Et les forces de l'ordre sont réactives, elles interviennent immédiatement. Gendarmes et pompiers se lancent à la recherche de l'enfant dans tout le village. En vain. À la tombée de la nuit, Émile n'a toujours pas été retrouvé. Au Vernay, la nouvelle de la disparition du bambin se répand très vite, et bientôt, tous les habitants se sentent concernés. Ils sont à la fois inquiets et perplexes. Tout le monde se demande où Émile peut bien se trouver. Et les gendarmes vont recueillir 2 témoignages potentiellement capitaux. Apparemment, un voisin aurait aperçu l'enfant quitter la maison familiale. Et Émile aurait été aperçu un peu plus tard dans une rue descendante par 2 personnes. Et c'est là qu'on aurait perdu ensuite sa trace. Petit commentaire, je ne peux pas m'empêcher quand même de trouver très surprenant, et le mot est faible, que les 2 témoins, les adultes, n'aient pas réagi en voyant ce bambin de 2 ans et demi en train de marcher seul sur la route. Ça me paraît quand même assez dingue, mais bon, apparemment, au Vernay, les enfants gambadent en liberté. Continuons. Donc le 8 juillet 2023, au soir, le petit Émile n'a toujours pas été retrouvé. Et à ce stade, les autorités envisagent toutes les hypothèses. Aucune hypothèse n'est privilégiée ou écartée. L'alerte enlèvement n'est pas déclenchée car à ce stade, aucun indice ne va dans le sens d'un kidnapping. Il faut savoir que pour lancer une alerte enlèvement, il faut remplir certains critères. Il doit s'agir d'un enlèvement avéré, d'un kidnapping, et non d'une disparition, même inquiétante. Mais dès l'annonce de la disparition du petit Émile le samedi après-midi, d'importants moyens techniques et humains sont mobilisés. Car selon le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, les premières recherches sont cruciales. En effet, on sait que dans les affaires de disparition, les 48 premières heures sont déterminantes. Et les hommes de loi mettent le paquet. 10 équipes cynophiles avec des chiens pisteurs sont dépêchées sur place pour essayer de retrouver le garçon dans un secteur de 5 km autour du domicile des grands-parents. Dans les airs, des drones et 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques survolent la zone. Des recherches sont menées sur un terrain montagneux particulièrement difficile composé de zones boisées et touffues. Durant le week-end, l'opération de recherche du petit Émile monte en puissance. Les dimanches 9 et lundi 10 juillet, d'importantes battues sont organisées. Des équipes au sol composées de pompiers, gendarmes et volontaires quadrillent la zone. Car les locaux sont affectés par la disparition de ce petit garçon. Ils font preuve de solidarité et apportent leur aide bénévole. Et au total,
800 personnes participent aux fouilles, mais elles ne trouvent rien. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie dès le dimanche après-midi, montrant une photo du petit garçon aux cheveux blonds. Et les personnes possédant des informations sur cette disparition sont invitées à appeler un numéro d'urgence. Et en complément des recherches sur le terrain, toutes les maisons du Haut-Vernay, à part 2 abandonnées, sont fouillées. Dans cette affaire, les autorités utilisent une technique assez classique, la technique de l'escargot. C'est-à-dire qu'on part du lieu de la disparition et on élargit ensuite la zone de recherche en zone concentrique. Mais le lundi 10 juillet au soir, on n'a toujours trouvé aucun indice ou élément permettant d'expliquer la disparition de l'enfant. Et le préfet déclare qu'au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre. Autre petit commentaire, là je suis d'accord avec ce qu'a dit le préfet, car d'après les statistiques américaines en matière de search and rescue, donc recherche et sauvetage en zone rurale, non urbaine, 70% des enfants âgés de moins de 6 ans sont toujours retrouvés à moins de 2,5 km de leur lieu de disparition. Et dans le cas d'Émile, on a fouillé une zone de 5 km autour du domicile de ses grands-parents. Un périmètre 2 fois plus important. Et on n'a rien trouvé. Et ça peut vouloir dire 2 choses. Soit on est passé à côté d'Émile sans le voir, et ça peut arriver en milieu sauvage, soit Émile est sorti de la zone, seul ou accompagné par quelqu'un. Continuons. Le mardi 11 juillet au matin, les autorités changent de stratégie. À 8h du matin, la zone où a disparu Émile est bouclée et protégée par la gendarmerie. Et les habitants ne sont plus autorisés à participer aux recherches. Le procureur de la République explique que le travail se poursuit, notamment avec des chiens spécialisés. Des opérations de ratissage sont effectuées impliquant au moins 80 gendarmes ainsi qu'une dizaine de militaires d'une section du génie de l'armée de terre spécialisée dans la recherche de caches. Parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des caches dans la montagne, on a entendu parler peut-être de survivalistes. Donc l'armée est mobilisée et des véhicules militaires sont aussi envoyés en renfort au Vernay. Et c'est un peu comme si ce petit village était en état de siège. Là, je dois faire un autre commentaire. Selon moi, il y a quand même un petit problème, c'est que depuis la disparition d'Émile, 3 jours plus tôt, un grand nombre de personnes ont accédé au site, beaucoup de civils, beaucoup d'habitants, et une possible scène de crime ou d'enlèvement a pu être polluée. Des traces et empreintes ont pu être piétinées. Il y a aussi pu avoir contamination d'ADN. Donc, c'est vrai que 3 jours après, ça me paraît un peu compliqué peut-être de retrouver de nouveaux indices. Parce que la zone de la disparition n'a pas vraiment été préservée depuis le début de l'affaire. Je referme la parenthèse. Le mardi 11 juillet, de nombreuses vérifications sont effectuées. En plus des recherches au sol, une trentaine de bâtiments sont visités et 12 véhicules sont vérifiés. Et des militaires de la Légion étrangère utilisent même des détecteurs de métaux pour vérifier à l'intérieur des bottes de foin. Ils vérifient s'il n'y a pas de présence de matière ferreuse comme une fermeture éclair ou un bouton de vêtement dans les bottes de foin confectionnées au cours des derniers jours. En effet, c'est la période des moussons en ce moment et on craint que l'enfant n'ait été happé par une machine agricole. Il aurait été alors victime d'un accident terrifiant. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Et bien entendu, c'est normal dans ce type d'affaires, des habitants et de potentiels témoins sont auditionnés. Les gendarmes font aussi appel à la téléphonie mobile. Ils tentent de déterminer qui se trouvait physiquement dans le secteur du Haut-Vernay au moment de la disparition du petit Émile le samedi vers 17h15. Ils étudient toutes les communications qui ont borné sur la seule antenne du village, mais aussi sur 6 autres pylônes situés aux alentours. Et tout est passé au peigne fin pour savoir si certains témoignages ne seraient pas incohérents. Le mardi 11 juillet au soir, le procureur de la République des Hautes-Alpes fait un point sur la disparition du petit Émile. Il explique que des recherches et investigations sont toujours en cours, mais qu'elles n'ont apporté aucun élément utile à l'enquête. Il indique aussi que suite à l'appel à témoins, près de 1200 appels ont été reçus et des vérifications ont été effectuées. Par exemple, le mardi après-midi, après le signalement d'un jeune garçon ressemblant à Émile, un camping-car est contrôlé dans le département de l'Isère. Mais ça n'était pas lui. Une levée de doute était nécessaire et elle a été faite. Au cours de cette conférence de presse, le procureur demande de faire preuve de citoyenneté et de ne pas surcharger la ligne téléphonique. Il explique qu'il faut laisser du temps aux gendarmes pour exploiter la masse considérable des informations qui ont été récoltées lors des 3 premiers jours d'investigation. Car si ça se trouve, ils sont en possession d'un élément, d'un indice important. Reste à savoir lequel. À ce stade, on est toujours dans le cadre d'une enquête en recherche des causes de disparition inquiétantes. Personne n'est mis en cause pour le moment et il n'y a donc pas de garde à vue car aucun crime n'a été détecté. Mais étant donné qu'on a largement dépassé le délai de 48 heures,
qu'Émile est très jeune et qu'il est possiblement toujours quelque part dans la nature, sans nourriture et exposé aux éléments, le pronostic vital est engagé et c'est une véritable course contre la montre pour le retrouver. Le 12 juillet 2023, 4 jours après la disparition, le petit Émile n'a toujours pas donné de signe de vie. Et un rebondissement survient. Des gendarmes de la section de recherche de Marseille identifient dans les environs du Haut-Vernay une voiture suspecte. Une voiture qui présente une trace de sang à l'avant de la carrosserie. Et cet élément est intriguant parce que Émile a été aperçu pour la dernière fois sur une route. Il aurait donc pu être percuté par une voiture. Des prélèvements sont réalisés et transférés en urgence pour analyse ADN aux experts en génétique de la gendarmerie nationale. Mais cette trace de sang se révélera être d'origine animale. C'était donc une fausse piste. À cette période, les enquêteurs étudient toujours deux grandes pistes. Celle d'une chute accidentelle de l'enfant qui se serait perdu et serait introuvable malgré les importantes opérations de recherche dans la région, et celle de l'intervention d'un tiers. Car Émile a l'air de s'être littéralement volatilisé après 17h15, le jour de sa disparition. Et vu qu'on n'a trouvé aucune trace de lui malgré les vastes recherches, cela peut suggérer qu'il n'est plus dans le coin depuis longtemps. Durant le week-end du 15 et 16 juillet, les investigations continuent au Vernay et aux alentours. Et plusieurs levées de doute sont effectuées, comme par exemple une odeur suspecte dans la vallée ou un feu repéré dans la montagne. À chaque fois, les gendarmes se sont déplacés sur place pour voir si ça n'avait pas un lien avec la disparition du petit Émile, mais ça n'était pas le cas. Jusqu'à présent, les parents d'Émile se sont fait très discrets et n'ont fait aucun commentaire dans les médias. Et on ose imaginer l'horreur de la situation pour eux. On sait peu de choses sur la famille d'Émile, mais la plupart des habitants de leur quartier les décrivent comme des personnes discrètes et sans histoire. Émile a disparu lors d'un séjour chez ses grands-parents qui ont eu 10 enfants, dont Marie, la maman du petit Émile, qui n'a que 25 ans. Et sachant qu'elle est l'aînée, ça veut donc dire que les oncles et tantes d'Émile sont plutôt jeunes. Selon le maire du Vernay, c'est une famille très catholique, une famille très croyante, très discrète, qui vit un peu en autarcie. En ce qui concerne les parents d'Émile, on sait que le papa a 26 ans et travaille en tant qu'ingénieur de structure dans un bureau d'études à Aubagne, tandis que la maman, Marie, est kinésithérapeute, un métier qu'exerce aussi le grand-père d'Émile. Vu la situation stressante et l'omniprésence des reporters au Haut-Vernay, il semblerait qu'il y ait eu des tensions entre un oncle d'Émile et un reporter qui était en train d'interroger une habitante au sujet de la famille. Le jeune homme excédé aurait arraché le carnet de notes des mains du reporter et aurait dit « on n'a rien à déclarer ». Notons aussi qu'un certain nombre de débordements et d'excès liés à cette affaire ont été dénoncés par les médias. Par exemple, de fausses cagnottes soi-disant pour aider la famille ont été créées sur Internet. Et si l'on en croit plusieurs articles parus dans la presse, les médias du web perturberaient l'enquête sur la disparition d'Émile. Prétendant savoir où se trouve le jeune garçon disparu, voyants, cartomanciers et autres radiesthésistes inondent les gendarmes d'informations et perturbent l'enquête sur la disparition de l'enfant. Donc jusqu'à présent, cette affaire reste très nébuleuse, mais signalons que d'autres éléments ne font qu'augmenter un peu plus le mystère qui entoure cette affaire. Parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, le village du Haut-Vernay a déjà été marqué par d'autres drames dans le passé. Il y a 34 ans, un autre garçonnet avait mystérieusement disparu dans le secteur. Le 2 mai 1989, un enfant de 3 ans nommé Yanis avait mystérieusement disparu à Ganagobi à près de 60 km du Haut-Vernay, l'endroit où Émile s'est volatilisé. Et le petit Yanis n'a jamais été retrouvé. Mais ça n'est pas fini. En 2008, les habitants du Vernay ont été secoués par le meurtre d'une commerçante du village nommée Jeannette Grosos. Gérante du café du Moulin, Jeannette avait été sauvagement tuée par un client. Et en mars 2015, le vol 9525 de la Germanwings effectuant la liaison Barcelone-Düsseldorf s'était écrasé dans le massif de l'Estrop, dans le massif à proximité du village du Vernay. 150 personnes, dont 2 bébés, avaient perdu la vie dans le crash de l'avion. Et là encore, les habitants du Vernay s'étaient portés volontaires pour aider les secours. Et autre hasard que j'ai relevé, Vernay n'est situé qu'à 25 km à vol d'oiseau de la forêt de Boscodon qui a été le théâtre de nombreuses disparitions de randonneurs ces dernières années. J'ai beaucoup parlé des disparus de Boscodon dans des vidéos sur ma chaîne. En conclusion, le petit Émile a-t-il été victime d'un accident, d'un homicide ou d'un kidnapping ? Personne n'est capable de répondre à cette question à l'heure actuelle. En tout cas, adressons toutes nos pensées bienveillantes aux proches
de ce petit garçon dont on est maintenant sans nouvelles depuis 10 jours. Je viens donc de vous présenter l'essentiel de ce qu'on sait sur cette affaire au moment où j'enregistre cette vidéo, le 18 juillet 2023, et des rebondissements sont possibles à tout moment. Jusqu'à présent, la disparition du petit Émile reste une énigme totale, mais nous allons quand même essayer d'apporter un peu de lumière sur ce mystère en passant en revue les différentes théories envisageables. Mais avant de présenter les théories, je fais une courte pause pour vous dire que si vous aimez cette vidéo faite un peu à chaud, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Et pour obtenir plus de contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est juste un petit clic, c'est totalement gratuit et c'est une grande aide pour les créateurs de contenu. Car plus on a d'abonnés, plus YouTube met en avant nos vidéos et propose nos vidéos à d'autres spectateurs. Donc merci du fond du cœur si vous pouvez faire ce petit geste. Dans cette affaire, c'est le flou qui domine à l'heure actuelle et il y a beaucoup d'hypothèses envisageables. Ceci dit, on peut quand même dire qu'il y a en gros 3 théories principales. L'accident solitaire. Décrit comme débrouillard et bon marcheur, Émile, qui aimait suivre les papillons, aurait très bien pu partir volontairement dans la nature et se perdre. Et il est déjà arrivé dans des affaires similaires à l'étranger que des enfants survivent dans la nature pendant plusieurs jours. Par exemple, en novembre 2022, un petit garçon australien de 3 ans nommé Anthony Elfalak a été retrouvé vivant plus de 3 jours après avoir disparu. L'enfant s'était perdu après être sorti seul de la maison de ses parents à Pooty, un petit village au nord de Sydney. Donc des miracles peuvent arriver, c'est vrai, mais dans le cas du petit Émile, il a disparu depuis 10 jours. Et le pronostic vital est engagé depuis longtemps. On voit quand même mal comment l'enfant aurait pu survivre autant de temps s'il est seul dans la nature. Si l'enfant est parti en balade, seul, en dehors du village, il est tout à fait possible qu'il ait eu un accident. Il aurait pu faire une chute sur le terrain accidenté. Mais eu égard aux importantes recherches qui ont été menées depuis le 8 juillet, impliquant 800 personnes, la logique voudrait qu'on ait retrouvé son corps. Même s'il est vrai que dans certains environnements sauvages, de forêts denses, comme à Boscodon par exemple, on peut passer à 3 mètres d'un corps sans le voir. Et ça vous le savez si vous suivez mon travail et si vous avez vu certaines vidéos de ma chaîne. La deuxième théorie est celle de l'accident causé par un tiers. L'éventualité d'un homicide involontaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a été envisagée par les autorités. Pourquoi ? Tout simplement parce que Émile a été vu pour la dernière fois sur une route. Il aurait donc pu être renversé par un véhicule. Et pris de panique, l'automobiliste aurait pu cacher la dépouille de l'enfant dans le coffre de sa voiture et s'en débarrasser ailleurs, loin du village. Il aurait pu le camoufler quelque part assez loin du Haut-Vernay. Plusieurs vérifications ont été faites dans ce sens, sans succès pour le moment. La troisième dernière grande théorie dans ce dossier, c'est celle d'un crime. Car soyons lucides, un crime, c'est-à-dire un meurtre ou un enlèvement, sont tout à fait possibles dans cette affaire. Et la justice semble l'envisager de plus en plus vu l'échec des recherches. Quelle que soit sa forme, un crime aurait pu être causé par une tierce personne, inconnue à l'heure actuelle, ou quelqu'un de l'entourage familial, malheureusement. Il a d'ailleurs été dit dans la presse que l'environnement familial du petit garçon a été vérifié par les gendarmes. Mais rappelez-vous tout de même une chose, d'un détail, c'est que l'enfant aurait été vu en train de sortir du domicile de ses grands-parents. Et si ces témoignages sont exacts, cela signifie donc que l'enfant est sorti vivant de chez ses grands-parents. Mais il est certain que vu toutes les affaires dramatiques qu'on a eues dans le passé, les gendarmes étudient obligatoirement la piste familiale. Tout est possible parce que c'est vrai que les enlèvements parentaux sont aussi une réalité. En 2022, 544 enlèvements parentaux ont été signalés en France. Mais dans le cas où le responsable de la disparition du petit Émile n'est pas dans le cercle familial, ça peut être n'importe qui. Car si le garçon est parti effectivement à pied sur la route, il a pu croiser un kidnappeur opportuniste. Ça pourrait tout à fait être quelqu'un de la région parce que il faut pas oublier que des gens ont des résidences secondaires au Vernay, et les gendarmes ont d'ailleurs vérifié le profil des habitants à la recherche d'éventuels antécédents judiciaires. Donc un habitant des Alpes de Haute-Provence pourrait être en cause, mais aussi quelqu'un de passage, un touriste, parce qu'il faut pas oublier qu'on est en plein pendant la période des grandes vacances.
Aujourd'hui, aucune hypothèse n'est, semble-t-il, retenue plus qu'une autre, même si bon, faut se méfier quand même aussi des déclarations des pouvoirs publics, hein. La police ne dit pas tout, mais dans tous les cas, attendons de voir ce qui va se passer. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que les enquêteurs élucident cette affaire dans les meilleurs délais. En conclusion, je souhaite donc bon courage aux proches d'Émile et j'espère de tout cœur que les enquêteurs vont faire toute la lumière sur ce mystère. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous avez aimé que je traite cette affaire un peu à chaud, merci de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et si vous voulez plus de contenu, merci de vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune vidéo. Merci, merci, merci. Si vous êtes en vacances, écoutez, profitez de vos congés. Allez vous balader dans la nature, en faisant attention, évidemment. Moi, je vous dis à bientôt, et en attendant, ne disparaissez pas.